Alors, bienvenue à notre podcast On vous amène en voyage, signé Jean Héroldi en collaboration avec Voyage Vasco. Je suis avec Doris Argouin, qui est Voyage Vasco, la Caravelle. Bonjour, Jean. Et une passionnée de voyage, tout comme moi, dans le fond. Oui, depuis 39 ans. Depuis 39 ans, donc ça partira pas. Non, C'est une maladie qu'on ne veut pas guérir en même temps. C'est contagieux. C'est ça. Et Doris, à la fin des podcasts, on dit aux gens, si vous avez des questions, bien, écrivez-nous des questions, comme ça on va essayer de répondre, parce que bon, on a bien beau parler de plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'on répond nécessairement à vos questions. Et on avait une question concernant le podcast qu'on a fait sur les voyages, les mariages. Oui, les mariages à destination. Oui, exactement. Ouais. C'est revenu à quelques reprises, mais on a eu une demande, entre autres, les mariages de même sexe, si ça pouvait se faire aussi à l'étranger. Et, ça peut se faire ou si c'est légal, c'est ça? La seule place où c'est légal, c'est au Mexique. OK. Où on peut avoir un mariage légal. Sauf qu'en République dominicaine, à Cuba, on peut avoir ces mariages symboliques. Oui. Puis, Jamaïque, pas du tout. Eux, ils n'acceptent pas, c'est pas... Mais est-ce qu'on peut faire le mariage quand même? Parce qu'on disait la dernière fois, je me rappelle bien, que de toute façon, c'était préférable de signer des papiers à Montréal, Exactement. De se marier un peu civilement et d'aller faire la réception là-bas. C'est toujours le même principe. Donc, en Jamaïque, on peut le faire pareil. En Jamaïque, pas le même sexe, même symbolique, ils n'acceptent pas. Ah, OK. Ils n'acceptent pas. OK. C'est pas dans les mœurs encore. Ça fait pas partie de leurs mœurs encore. Donc, il faut privilégier le Mexique, Cuba, puis République dominicaine. OK. Pour le Sud. OK. Ouais. Ça répond à des commentaires qu'on avait reçus. OK, parfait. Aujourd'hui, on va parler de croisière. Tous les deux, je pense qu'on aime ça faire des croisières de toute façon. Et moi, j'ai demandé à ChatGPT ce matin combien de passagers sur les croisières par année. Puis je ne sais pas s'il s'est trompé, mais notre invité Éric Saint-Pierre de Royal Caribbean va pouvoir probablement nous dire si c'est ça ou si c'est pas ça. On disait 36 millions de personnes qui voyagent en croisière par année. Facilement. Seulement chez nous, on en a 8 millions par année. OK. Et on est un des acteurs de l'industrie des croisières, donc pas le seul, nécessairement. Parce que ChatGPT me disait aussi que le nombre de bateaux de croisière à travers le monde, c'était 310 environ. Puis vous, de votre côté, vous en avez, c'est une trentaine? En fait, à l'intérieur de l'entreprise, on a 30 navires de notre marque à nous, sauf que l'organisation est propriétaire de 5 marques de lignes de croisière. Donc, nous, on est à 30. Ensuite, on a une ligne sœur à 12, une ligne sœur à 15. C'est quoi les lignes sœurs, les cousins, les cousines? En fait, on a 3 organisations, 3 branches nord-américaines qui sont Royal Caribbean, donc nous, avec les grands navires qu'on voit là. Il y a ensuite Celebrity Cruises, qui est notre ligne de croisière qu'on appelle qualité supérieure, en fait. Nous, on est considéré en théorie comme étant une ligne de croisière contemporaine. OK. Quoique j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, on pourra en reparler. Puis ensuite, on a Silversea. Ah, ça, Silversea, ChatGPT me disait que ça coûtait quelques milliers de dollars de plus, mais il me disait pas le prix. Comme... Bien, ça, pour un agent de voyage, je vais dire, quand quelqu'un arrive et veut Silversea, on est intéressant. Content. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Ben, Silversea a une mission complètement différente. Silversea est en fait 3 lignes de croisière en une. C'est donc dire que c'est une ligne de croisière. J'aime pas spécialement le terme luxe, mais une ligne de croisière où on a vraiment un service et une expérience client qui est très étoffée. C'est des bateaux qui sont moins gros. C'est des navires qui sont moins gros, en effet. Et de par le fait qu'ils sont moins gros, vont avoir accès aussi à des destinations qui sont plus en dehors des sentiers battus. Oui. Ceci dit, il y a la flotte classique chez Silversea, il y a la flotte expédition, qui sont des navires avec des coques brise-glace, et il y a également un navire qui est spécialisé sur les Galapagos. Donc, c'est vraiment 3 produits à l'intérieur de la même ligne de croisière. OK. Vous avez fait combien de croisières, Adam? J'ai cessé de compter il y a quelques années. Ah, tu dirais? Je dirais à peu près 6 ans, 7 ans, j'avais commencé à monter un fichier Excel. Puis je pense que l'effet pervers de travailler dans l'industrie de la croisière, c'est le fait que parfois, on va faire plusieurs croisières très courtes, une à la suite de l'autre. Par exemple, quand on lance un navire, on peut passer 6 jours sur le même navire, sauf que c'est 3 croisières de 2 nuits chacune. OK. Fait que comment est-ce qu'on les compte dans un cas comme celui-là? Puis je trouvais que c'était plus vraiment réaliste à ce moment-là. Puis j'ai décidé de cesser de compter puis simplement profiter du moment. Y a-t-il une destination que vous vous tannez jamais? Que
vous partez en vacances ou en travail, parce que dans votre cas, ça peut être le travail, mais pour nous, ça serait des vacances. Quoique ça peut être du travail aussi. Oui, mais une destination que vous tannez jamais, vous dites, ah oui, j'ai hâte de refaire cette destination-là. La question est complexe parce que chez nous, chez Royal Caribbean, le navire est aussi une destination. Donc, moi, d'emblée, je suis vraiment le genre de voyageur qui va choisir le navire avant tout. Ensuite, je vais m'arranger avec la destination. OK. Ceci dit, je pense que je ne ferai pas de surprise à personne si je parle du Japon ou si je parle de l'Islande, qui sont peut-être deux de mes destinations Là, il nous dit ça favorites. parce que c'est deux destinations que moi, je n'ai pas fait encore. Mais moi, je vais faire. Ah, tu vas le faire? Japon. Oui, absolument, absolument. Puis surtout ces temps-ci, le Japon, même en dépit du fait que le dollar canadien a une faible valeur sur les marchés, on a encore un bon pouvoir d'achat pour voyager au Japon, ce qui n'est pas le cas en Islande, mais l'Islande compense par la majestuosité de ses paysages, bien sûr. L'Islande, c'est pour aller voir les aurores boréales aussi, j'imagine? L'Islande, les aurores boréales l'hiver, l'été, c'est le soleil de minuit. Puis la glace, c'est quoi le soleil de minuit? La glace. Le soleil de minuit, en fait, c'est... Le solstice. Le solstice, c'est quand le soleil ne se couche pas. OK. À la fin de mon secondaire, j'ai demeuré un an en Islande et en effet, le 21 juin au soir, la petite ville où je demeurais était vraiment au nord, le soleil arrive par l'ouest et à minuit et quelques, touche l'océan au nord et remonte vers l'est. C'est un peu ce qu'on trouve au Yukon aussi, hein, je pense, Oui. dans les pays qui sont plus au nord. Tu te couches plus tard. Ouais, où parce tu te couches que pas t'attends qu'il fasse noir pour coucher, puis finalement, il fait... Tu dors pas longtemps. Tu dors Il pas fait longtemps. jamais noir. Ouais, dans les contrées Et septentrionales. pourquoi on choisit? Parce que, tu sais, l'offre est quand même grande du côté des bateaux de croisière. Là. Il y a plein de compagnies. Quand on voit les publicités, ça a tout l'air aussi beau les uns que les autres. Pourquoi on choisit Royal Caribbean? C'est une excellente question. Je pense que la première réponse que je vais donner, c'est que Royal Caribbean se positionne autrement qu'une ligne de croisière. On est véritablement un créateur de vacances. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit toujours que nos véritables compétiteurs ne sont pas les autres lignes de croisière sur le marché, mais plutôt les centres de villégiature qui sont dans les différentes destinations. Un navire comme le Allure, qui est de la classe Oasis, un navire comme le Icon, qui est de la classe Icon, propose tellement d'activités, de variétés, de spectacles à grand déploiement. Non, c'est pas proportionnel. Ben non, ça. c'est lui C'est le pas plus du tout gros. proportionnel parce que lui, il est plus grand. C'est que le lui. plus gros. Parce que lui, je l'ai vu, puis lui, je l'ai pris. Je me disais, Exactement. je ne savais pas qu'il n'était pas petit de même. Non, c'est ça. C'est pas proportionnel. C'est pas à l'échelle du tout. Un versus l'autre, bien sûr, là, mais puis un navire comme le Icon of the Seas propose des spectacles qui sont d'une extrême qualité. Je donne un exemple. On a Wizard of Oz sur le Icon of the Seas. Et à un moment donné, pendant la comédie musicale, on voit véritablement Dorothy sur son lit à baldaquin. Le lit se lève de la scène, va aller voler au-dessus de l'auditoire pendant la fameuse tornade qui l'amène dans le Pays d'Oz. C'est impressionnant tout ce qui... Et va se remettre sur la scène. On parle de chanteurs, danseurs qui sont live et un orchestre de 28 musiciens live qui est dans la fosse à côté, incluant une section violon de 12 musiciens. Quand même. Et tout ça, c'est live. C'est donc dire que le rendu que Royal Caribbean veut offrir à ses passagers, c'est vraiment la même expérience que si on allait à Broadway. Mm-hmm. La différence étant que ces activités-là sur le navire sont incluses. Donc, les inclusions sont nombreuses, elles sont généreuses, et tout ça fait que, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, les navires sont maintenant perçus, commencent de plus en plus à être perçus comme des destinations en eux-mêmes. Oui, parce que tout ce qui se passe sur le bateau, moi, j'aime beaucoup regarder les destinations où je vais aller, mais en même temps, dans le sud, ça se ressemble un peu partout, des fois. Puis tu regardes surtout sur le bateau. Puis j'ai des gens que je connais que eux, c'est les journées en mer qu'ils préfèrent parce qu'ils restent sur le bateau, ils ont leur routine sur le bateau. C'est la destination. Oui. Tu sais, on va le réserver pour les clients. Un coup qui est réservé, après, ils vont nous dire c'est quoi les escales qu'on fait. Tu sais, c'est pas... Rendu là, ce n'est plus la raison première pour acheter. C'est vraiment réservé, c'est vraiment... Les raisons, des fois, d'avoir des journées en mer, c'est une décision du bateau. Parce que des fois, j'ai l'impression que si le bateau allait un petit peu plus vite, on arriverait à une autre destination. Mais c'est-tu un choix ou c'est un choix budgétaire aussi qui arrive? Ça m'est déjà arrivé même d'arrêter sur l'île privée du bateau, de débarquer, de rembarquer le soir. Le bateau est parti en mer pour revenir à la même place le lendemain matin. Oui.
Ça, c'est une autre dynamique. Parce que ces îles privées-là n'ont pas nécessairement les effectifs de sécurité pour pouvoir faire en sorte que les invités seraient dans un environnement sécuritaire ouais. sur l'île privée. Donc ça, c'est une autre dynamique. Ceci étant dit, c'est des calculs qui sont où on passe beaucoup de temps là, à faire ces trucs-là. Parce qu'il y a, d'une première part, la disponibilité des ports, parce qu'il y a de plus en plus de navires de croisière qui sont lancés chaque année. Si on regarde seulement chez nous, chez Royal Caribbean, en 2024, on a lancé 2 navires. 2025, 1. 2026, 2. 2027, encore un autre. 2028, on en lance 2. Donc, ça te donne un peu l'idée là, de la croissance. Matin, OK, puis dire, OK, on va être là vers 1h. C'est pas ça. Là. C'est des trucs qui sont prévus de nombreuses années avant. Les navires sont même pas encore construits, qu'on a déjà une idée de la planification des escales. Puis ils peuvent pas accoster n'importe où non plus. Et on ne peut pas accoster n'importe où, d'où la raison qui explique que Royal Caribbean, entre autres, on n'est pas la seule ligne de croisière à faire ça, mais on est vraiment la ligne de croisière qui domine sur cet aspect-là, où on construit notre propre portefeuille de destination. Un truc comme ce qu'on voit ici à l'écran, Perfect Day Coco Cay, qui est une île dans les Bahamas. Que moi, j'ai adoré. C'est absolument magnifique. Ouais. L'expérience est absolument extraordinaire. Une lagune, là, il y avait un petit requin qui se promenait dedans. Cool. Oui. Un truc comme celui-là, ça fait 40-45 ans à peu près qu'on est locataire, parce que c'est drôle, les gens disent qu'on est propriétaire. Tu ne vas pas acheter quelque chose d'un pays. Là. Qu'on est locataire à très long terme de cette île-là. Mais ça fait vraiment 5 ans qu'on l'a transformé dans ce qu'on appelle le concept du Perfect Day, de la journée parfaite. Donc, pour en faire une extension du navire. Le navire accoste et tout ce qui est sur l'île, pour l'essence, est inclus. C'est donc dire nourriture illimitée. Si on a un forfait boisson sur le navire, le forfait boisson est honoré sur le navire. Même chose pour le forfait Wi-Fi. On compte 7 plages autour de l'île qui sont toutes incluses. Les chaises longues sont incluses, les parasols sont inclus. Alors, c'est vraiment plus la piscine d'eau douce qu'on a également à l'intérieur, qui est une des plus grandes piscines d'eau douce dans toutes les Bahamas. Alors ça, ça devient une extension du navire. Et ça, la direction qu'on a prise avec ces destinations privées-là, on veut en faire un différenciateur de marque. Au moment où on se parle, Royal Caribbean est en train d'exploiter et d'explorer un portefeuille de 7 destinations. Sous 3 thèmes différents, il y a des destinations qui nous sont complètement privées et uniques. Puis il y a des destinations où ce sera plutôt un club de plage à l'intérieur d'une destination. Donc, qui ne sera pas opéré comme une extension du navire, mais plutôt comme une option supplémentaire d'excursion à l'intérieur de laquelle l'expérience client va être de même qualité et de même énergie que celle qu'on a à bord de nos navires. D'ailleurs, dans quelques jours, on inaugure le Royal Beach Club à Nassau, sur la pointe ouest de Paradise Island. Ça, c'est drôle parce que ça fait des années qu'on accoste à Nassau. Puis il y a cette bande de sable-là qui est parallèle au port en ville. Ça, c'est-tu pas loin du Treasure Island? Et puis, comment est-ce qu'on appelle cet hôtel-là? Non, c'est pas le Treasure. Voyons. Non, Treasure Island, c'était à Las Vegas. Je suis mélangé dans les voyages. Non, on va s'en souvenir tout de suite après. Là. Oui, c'est il est rose, puis il y a des glissades. Oui, c'est le grand rose avec le pont. Il y a des aquariums. Voilà, celui-là même. C'est sur la même île. C'est absolument sur la même île. Et cette pointe-là, ça faisait des années que c'était, en fait, inutilisé, déserté. Alors, on est entré en négociation avec le gouvernement bahaméen. Et même chose même principe que Perfect Day, on a un accord de location très long terme et on l'a transformé en club de plage. Et c'est drôle parce que tantôt, on parlait des gens qui vont choisir les destinations en second après avoir choisi le navire. Moi, je vous dirais qu'il y a même une quantité importante de nos passagers qui, à certaines destinations, vont vous dire « je vais rester à l'intérieur du navire. Le navire a plus à offrir que la destination. » Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sortent, fait qu'il y a plus de place partout. Exactement. Ouais. Et là, avec ce club de plage-là, Nassau, on essaie de changer cette perception-là, changer cette dynamique-là en disant aux gens « oui, mais attendez, il y a également à l'extérieur du navire un endroit où vous allez pouvoir avoir une expérience client qui va être au moins équivalente à celle que vous avez sur le navire. » Donc, on ouvre en décembre 2025, Nassau. Ensuite, en 2026, on va ouvrir Cozumel et Santorin. Donc, 2025, 2025, on ouvre Nassau. 2026, on ouvre... Il est ouvert déjà, là.
Il ouvre dans 2 semaines. OK. Il est vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. 2025. Mais encore en 2025 officiellement. OK, c'est bon. Et puis en 2026, on ouvre Santorin au printemps. On ouvre Cozumel, encore là, un peu vers la fin de l'année, plutôt décembre 2026. 2027, on va ouvrir une destination privée qui se nomme l'Elepa. L'Elepa, c'est une île dans l'archipel de Vanuatu, qui est dans le Pacifique Sud. Alors là, ça va être pour offrir une addition... Qui est près de où, ça? Près de l'Australie. En fait, c'est nos croisières au départ de Sydney, au départ de Brisbane, qui vont faire des escales là. Et ensuite, le prochain joyau dans notre couronne, ce sera Perfect Day Mexique. Le port de Costa Maya, qui existe depuis déjà plusieurs années, puis la plupart des lignes de croisière font des escales à Costa Maya, qui est au sud de Cancun, sur la péninsule du Quintana Roo. On est allé dans ce port-là, on a acheté le port et on a acheté également des terrains tout autour de cet ensemble-là. Dans quelques mois, on va procéder à la démolition, à la reconstruction complète. Le titre Perfect Day ou la marque Perfect Day chez nous est très importante parce que quand on parle de destination privée, il va y avoir des destinations privées, qui sont les régulières, même si elles sont extraordinaires, mais les destinations privées de type Perfect Day vont vraiment au-delà. On parle de destinations privées qui vont vous offrir, par exemple, celle au Mexique qu'on ouvre en 2027, les plus hautes glissades d'eau de toutes les Amériques. Et ça, c'est un ajout ou c'est pas un ajout? Ça, c'est un ajout en termes de destination, ou plutôt dans le cas de Perfect Day Mexique. C'est une excursion. C'est un changement drastique parce qu'on va déjà à ce port-là et on va le transformer complètement. Et on va le rendre exclusif également à Royal Caribbean. C'est donc dire que si vous empruntez un navire d'une autre ligne de croisière, vous allez encore avoir le droit, en fait, en théorie, d'accoster à Costa Maya parce que le gouvernement ne nous a pas vendu le quai. Donc, il y a d'autres lignes de croisière qui peuvent accoster, mais les passagers de cette ligne de croisière-là ne pourront pas accéder. Même principe que le club de plage à Nassau. Le club de plage à Nassau, on aura au bout, sur la pointe extrême ouest, à côté du phare, un immense logo Royal Caribbean de 40 pieds de haut, illuminé et tout, qui va accueillir tous les navires, peu importe la marque, à l'intérieur du port de Nassau. Et l'espoir qu'on entretient, l'espoir qu'on entretient, c'est que les gens qui sont sur d'autres navires de croisière demandent « Ah, wow, que c'est beau, comment puis-je y accéder? » La réponse polie sera bien sûr, malheureusement, vous ne pouvez pas, c'est réservé à Royal Caribbean, mais la réponse que tout le monde aura en tête, c'est... Je suis pas sur le bon navire. Oui, c'est ça. Mais ma question, est-ce que ceux du bateau qui décident d'aller sur cette plage-là, est-ce que c'est un ajout, est-ce que c'est un prix supplémentaire ou ça fait partie du prix du tout inclus de la croisière? Dans le cas d'un club de plage, le Royal Beach Club, ce sera une excursion que les gens devront acheter. OK. Dans le cas d'une destination privée, là, à ce moment-là, l'accès est inclus. L'accès est inclus, la nourriture est incluse, les chaises longues, les parasols, tout ça. Donc, il y a vraiment cette distinction-là à faire chez nous entre les clubs de plage. Puis, il y a une question économique aussi pour les destinations qui nous permettent d'opérer ces clubs de plage-là. Je vous donne un exemple encore pour revenir sur Nassau qu'on ouvre dans quelques jours. Je pense pas que Nassau aimerait, ou à tout le moins les commerçants, les marchands de la grande région de Nassau, aimeraient qu'on donne accès à un merveilleux club de plage sur une base incluse à nos passagers parce que ça ferait en sorte qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui découvriraient ensuite le reste de la destination. Ouais. Donc, il y a encore cet effort-là où on doit travailler de concert avec... Oui, respecter. Puis le club de plage de Nassau, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est de propriété bahaméenne. Oui, c'est un club de plage Royal Caribbean. Il est de propriété bahaméenne. Ce sont des Bahaméens qui le gèrent. On crée de l'emploi en faisant ça. 100% des employés du club de plage viennent des Bahamas. Et les résidents des Bahamas, eux, ont accès. C'est donc dire que les passagers d'autres lignes de croisière n'ont pas accès. Nos passagers ont accès. Mais les résidents, les citoyens bahaméens, ont accès aussi à ce club de plage-là. Donc, c'est une manière pour nous de se montrer utile, d'être un véritable partenaire de la destination et pas seulement un acteur commercial comme on les perçoit. Dans votre famille de bateaux, là, il y a Royal Caribbean, vous avez Silversea. Celebrity et Silversea. Donc, est-ce que Celebrity va avoir accès à la même plage?
Ils vont avoir accès de manière sporadique. Parce que moi, je m'en vais à Nassau au début de l'année. De manière sporadique sur certains départs. La priorité sera vraiment donnée aux passagers de Royal Caribbean. Cependant, ceci dit, il va y avoir certaines dates où peut-être il y aura un moins grand nombre de navires à destination. Et là, on aura la capacité de permettre à notre ligne de croisière sœur, qui, dans le fond, fait partie de la même entreprise. Hein? Puis, s'il y a une opportunité de maximiser le club de plage, on va le prendre. Vous le dites que c'est de la même famille, là, puis je vous aurais pas posé la question si c'était deux familles qui sont complètement... Mais qu'est-ce qui différencie Celebrity de Royal Caribbean quand vient le temps de choisir? Oui. Royal Caribbean, c'est la ligne de croisière vacances, c'est la ligne de croisière multigénérationnelle, c'est la ligne de croisière. En fait, si je résume Royal Caribbean en 2 ou 3 mots, c'est là où la qualité rencontre l'énergie. C'est vraiment ça, la mission de Royal Caribbean. Celebrity, c'est le luxe moderne. C'est quelque chose de complètement différent. Je dis pas qu'il y a moins d'énergie, je dis que c'est une énergie qui est différente. Ouais. Absolument. C'est une approche différente. On parle de gastronomie, on parle de vin fin. D'ailleurs, ils ont reçu plusieurs prix dans des compétitions de vin, sur leur cave à vin, sur leur sélection de vin, etc. Donc, on voit vraiment qu'il y a un effort sur un rendu qui va être plus raffiné, si on veut. Alors que nous, on est capable de livrer du raffiné, bien sûr, sur nos suites. Je pourrais vous parler, entre autres, d'une suite villa qui peut accueillir 14 personnes, qui est absolument magnifique, avec son majordome, avec le bain en remous sur le balcon. Ça, le luxe et croisière, c'est toujours disponible. Il y a toujours quelque chose qu'on peut avoir de mieux tout le temps. Absolument. Mais la mission principale de Royal Caribbean demeure des vacances. Une autre manière d'illustrer ça, un navire comme celui-là, le Icon of the Seas, a 7 piscines. Hein? On se rend compte que il n'y a aucune autre ligne de croisière qui veut mettre autant de piscines que ça. Un navire comme l'Allure of the Seas a 5 piscines. Le Wonder of the Seas qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, le Utopia même, durant même la conception de ces navires-là, on s'est rendu à ce qu'on appelle le maximum d'eau. Maximum d'eau, c'est qu'on le comprend intuitivement, il y a une quantité limitée d'eau qu'un navire peut transporter, parce qu'il y a des enjeux d'équilibre et de mouvement. Et dans ces navires-là, les navires les plus récents, on se rend au maximum d'eau. C'est donc dire qu'un maximum de bains remous, un maximum de piscines, ce qui signifie un maximum d'espace aussi. Parce que la dernière chose qu'on veut quand on est en vacances, c'est chercher pendant de longues minutes une chaise longue, chercher de la place dans une piscine, chercher où on va aller se reposer. Alors que nous, d'emblée, c'est très facile sur les navires de grande. Sur le service, il y a des différences parce que, tu sais, on disait, mettons, tant de membres d'équipage pour tant de passagers. Je me rappelle, je sais pas c'est quoi le ratio. Le ratio est à peu près un tiers. OK. Grosso modo, là, je veux dire, selon... peu importe que ce soit un navire comme Royal ou plein d'autres marques, le ratio est à peu près d'un tiers. Pour avoir des ratios qui vont être différents, là, il faut qu'on aille dans des lignes de croisière comme Silversea. Oui, exactement. Oui. Doris, comme tu sais, toi, t'en vends des croisières aussi. Puis il y a des gens qui bookent aussi directement des croisières, directement avec la compagnie. Il faut faire attention à tellement de choses parce qu'on y pense pas des fois quand on book des croisières directement puis qu'on book notre billet d'avion sur un côté puis la croisière de l'autre. Puis là, il arrive un problème sur un bord. On n'est pas garanti sur... C'est quoi qu'il faut faire? Pour pas manquer le bateau. Je vais prêcher pour moi-même, mais c'est certain que les compagnies croisières, ils vont sortir des tarifs 2 ans quasiment à l'avance. Oui. La meilleure option, c'est l'agent de voyage, parce que quand les compagnies croisières font des promotions, on les a. Puis si en cours de route, ce qu'on a réservé permet d'ajouter la promotion, c'est souvent facile de changer. De s'ajuster, donc tu perds pas. Et quand il y a des changements au niveau de la route du navire, on est averti. Et puis nous, on conseille tout le temps aux clients aussi, évidemment, on est dans un pays nordique, là. Fait que quand il fait froid ici et qu'il y a une tempête de neige, il n'y en a pas en Floride. Ouais. Puis même si je peux construire sur ce que tu es en train de raconter, je ne veux pas déplaire aux utilisateurs, aux passagers qui sont des invités fréquents chez Royal Caribbean avec des niveaux super intéressants dans notre programme de loyauté. Mais quand on est un individu qui ne passe pas par un agent de voyage, on est une seule personne. Le pouvoir de négociation qu'on a
est nul. Oui, on se fie sur ce que la ligne de croisière va nous offrir, mais c'est à peu près tout. Puis oui, il y aura des prix spéciaux pour Puis des fois, les on ne gens. sait pas où appeler aussi. C'est quoi la démarche? Là? Alors que quand on regarde un réseau comme le réseau duquel Doris fait partie, eux, quand ils s'assoient à la table de négociation avec nous, ils amènent un volume. Ben oui. Et là, on n'a pas le choix de s'asseoir avec eux, puis discuter avec eux, puis offrir des valeurs ajoutées qui, autrement, ne seraient pas offertes, et même offrir des prix qui ne seraient pas offerts autrement à des individus qui nous appelleraient directement. Bien, ne serait-ce aussi que de choisir la cabine, parce qu'il y a des termes. Tout le conseil. Hein? La cabine intérieure, la cabine extérieure, il y a des cabines sur 2 niveaux. As-tu déjà tout fait ça, toi, cabine intérieure? Oui. Puis? Bon, il faut qu'on se sacrifie, il faut les essayer. Moi, j'ai pas eu ça. Ben, moi, non, mais sérieusement, j'ai pas eu ça, cabine intérieure. Des fois, je me dis, tu sais, ça dépend de ton expérience que tu vas avoir dans le bateau, mais si c'est une question de destination, même si tu peux économiser un peu pour avoir une. Parce que c'est ce que je dis à mes enfants, là, c'est super le fun d'une cabine intérieure. Il y a des clients que la cabine intérieure, ça va être correct parce qu'ils vont en faire plusieurs dans la même année. C'est ça. Ils vont axer ça sur autre chose, pour faire des excursions. Voilà. Mais il y a des, tu sais, la vue partielle ou vue partielle, vue obstruée. Tu sais, si tu regardes pas, vue intérieure sur le parc ou le parc aquatique, tout ça, ben il faut savoir ce que les gens veulent vivre comme c'est l'expérience parce que encore maintenant la croisière c'est pour beaucoup de personnes le voyage de rêve là. Encore la croisière puis au printemps on l'a visité avec Éric on l'a visité le Icon of the Seas. C'est au-delà de... On peut pas imaginer qu'un navire de croisière peut avoir tout ça, puis qu'il y ait autant de monde. Puis que finalement, tout le monde a une place, tout le monde, c'est extraordinaire. Oui, absolument. Puis moi, une expression que j'aime beaucoup, c'est « il n'y a rien de plus dispendieux qu'une vacance qui a été ratée ». Des vacances, dans le fond, c'est un investissement important parce qu'on parle d'une somme d'argent qu'on a économisée pendant un gros bout de temps. On parle ensuite de jours de vacances qui ne sont pas si fréquents que ça durant l'année. L'investissement est important. Alors, quand vient le temps de faire un investissement, si vous allez faire du n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, bien, vous allez revenir puis vous n'aurez pas de souvenirs de ça. On est vraiment des marchands de souvenirs. On veut que quand nos invités reviennent chez eux, qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, les magnifiques spectacles qu'ils ont vus, une patinoire à glace, entre autres. Je pourrais vous parler celle sur le Star. La majorité de nos navires ont des patinoires à glace avec des patineurs artistiques professionnels. La patinoire à glace qu'on a sur le Star, le spectacle qu'on y présente, la chorégraphe est la chorégraphe que Michelle Kwan a utilisée pour les Olympiques de Los Angeles, là où elle a gagné sa médaille d'or. Des trucs absolument magnifiques inclus. C'est vraiment parce que, tu sais, il y a des ajouts, mais ça a beaucoup changé. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai fait des croisières il y a 30 ans où il fallait que tu donnes une enveloppe à celui qui faisait ta chambre, une enveloppe à l'autre qui faisait ça. Tu avais toutes comme des petites enveloppes, puis là, c'était calculé. Il y en avait qui se sauvaient sans donner de pourboire. Il y en a d'autres qui en donnaient plus que d'autres. Ça a changé. Le pourboire, à cette heure, c'est automatique. C'est déjà compté. Hein? Oui, bien, on peut on donne l'opportunité aux gens soit de prépayer les pourboires à l'équipage, ou encore c'est chargé automatiquement sur la cabine à tous les jours. Ouais. Tous les jours, c'est le montant est prélevé à la cabine sur le compte. Puis tu le payes. C'est ça. Fait que les gens peuvent le payer soit ici puis avant de partir. Là, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, le Wi-Fi, t'as le Wi-Fi, t'as également les boissons. Est-ce que vaut mieux de le payer avant ou de le payer sur place? Ou ça ne change rien? Moi, je dis toujours avant. Toujours avant, parce que une fois que vous êtes sur place, c'est malheureux, mais d'un point de vue commercial, vous devenez un auditoire captif. Quel est le choix que vous avez à partir du moment où vous êtes sur le navire? C'est de le prendre ou pas le prendre. Ouais. Alors que quand on le prend avant, les tarifs qu'on offre, c'est ce qu'on appelle de la tarification dynamique. Un peu la même chose que quand on regarde des prix sur des vols, sur peu importe le produit vacances, les prix varient selon les taux de remplissage et les saisons. L'avantage de ces forfaits-là chez Royal Caribbean, c'est qu'on peut les réserver. Puis s'il y a un meilleur spécial qui arrive plus tard, meilleur prix qui arrive plus tard, on annule, on réserve de nouveau pour pouvoir profiter du nouveau prix. Et ce faisant, bien, on va avoir la meilleure aubaine, puis bien meilleure que si on attendait d'être. Parce qu'il faut savoir également, c'est que si on est 4 dans une cabine, puis qu'il y en a un qui veut le forfait boisson alcoolique,
il faut que les 4 prennent le même forfait. C'est-à-dire tous les passagers de 21 ans et plus. Ouais, c'est ça. Mais les enfants ne seront pas obligés de prendre le forfait, bien sûr. OK. Mais au départ, il n'y aura pas 4 adultes dans la même cabine. Non? Rarement. Si tu viens me voir, moi, je vais t'en vendre 2 cabines. Ouais, mais ils pourraient pas, non? Ben, peut-être dans les grandes suites ou adaptées. Ben, en fait, là, on je le dis boisson voit. alcoolique, mais si c'est boisson, parce que moi, je l'ai vécu, moi, c'est juste soft drink, mais si t'as boisson mais boisson gazeuse, là, automatiquement, quand un adulte le prend... les 4 sont obligés de prendre le forfait exact. boisson. OK. Tous les occupants de 21 ans et plus, peu importe la quantité de temps. Et ça, le 21 ans et plus, là, est-ce que c'est tous les compagnies de bateaux? En fait, oui. Puis Moi, je dirais parce que moi, j'ai même- une fille de 19 ans avec Ouais. son chum de 19 ans. Ouais. Puis je me suis dit, crème, à 19 ans, ils doivent être corrects. Mais non, il a fallu que j'amène la nièce pour avoir quelqu'un dans leur cabine. dans la cabine, Ben ouais, oui, faut parce qu'il y que ait quelqu'un de 21 ans, j'avais juste ouais. moi qui avait en haut de 21 ans, même si j'étais quasiment 3 fois l'âge, ça marchait pas. Mais, tu sais, le calcul, c'est... Ouais. Oui. Pour pouvoir avoir accès au navire, oui, en effet, il y a des âges C'est l'âge minimum à légal. respecter. L'âge partout. légal, exactement. Ouais, 21 ans. Puis, quant à l'âge minimum pour consommer des boissons alcoolisées, oui, c'est 21 ans chez Royal Caribbean pour tous les départs qui sont dans l'espace nord-américain ou dans l'espace caraïbe. Par contre, quand on va en Europe, l'âge de consommation devient 18 ans. Lorsqu'on va en Australie, c'est 18 ans également. Puis sur la Donc, cabine, est-ce que l'âge change ou non? la cabine, sur C'est la toujours cabine, l'âge 21 ne ans. change Toujours pas. 21. OK. Ouais. OK. OK, ben c'est bon. Tu sais que quand moi j'ai commencé, il y a une trentaine d'années, il y avait à l'époque, tu sais, quand on dit ça à l'époque, ça veut dire qu'on est vieux. Hein? Ben, t'as déjà dit ça de 30 ans. Oui, fait c'est que- ça. On était déjà on allait situés. visiter Ouais. les navires à Miami. Tu sais, il y avait des week-ends de visite à Miami qu'on allait, comme agent de voyage, visiter du vendredi au dimanche. Ouais. Puis les premiers navires que j'ai visités, c'était Royal Caribbean. Il s'appelait le Song of America. Ah, le beau Ça, sang. ça fait longtemps. Là. OK, Ouais, ça, ouais, c'est ouais. encore? Non. Mais c'est toute cette passion-là, cette vision-là de la croisière. Au fil des années, évidemment, les navires ont changé. Ouais. C'est plus comparable, mais tu sais, le service, la nourriture, les beaux spectacles, la musique qu'il y avait partout, tout ça, cette âme-là, c'est encore là. Est-ce qu'on est obligé de se battre un peu pour garder cette qualité-là? Parce qu'on sait qu'il y a la guerre des prix, il y a les gens qui, tu sais, c'est rendu plus accessible que c'était. En tout cas, je pense. Il y a plus de gens qui font des croisières qu'avant. C'était comme l'élite qui faisait une croisière. À cette heure, il y a plus de gens. Est-ce qu'on a dû comme baisser un peu les standards? Comment ça a fonctionné? C'est un combat de tous les instants. Hein? Puis, je pense que le fait qu'on soit une organisation qui est propriétaire de plusieurs lignes de croisière fait en sorte qu'on a ce volume-là qu'on a avec nos fournisseurs. Les technologies avancent, on comprend mieux ce que les gens veulent manger, on comprend mieux les quantités également que les gens veulent manger. Parce que toute cette préoccupation-là aussi, hein, on parlait souvent sur les lignes de croisière, la surabondance. C'est le gaspillage aussi qui Mais la est entré en ligne surabondance, de c'est compte, le ouais. gaspillage. Ben oui. C'est un beau mot pour dire du gaspillage, Ouais. dans le fond. Hein? L'abondance est une chose, mais la surabondance, c'est quelque chose de complètement... Alors ça, c'est des efforts que toutes les lignes de croisière mettent de l'avant. Tout à l'heure, vous parliez d'itinéraires où on aurait pu aller un peu plus vite, rejoindre... Bien, ça aussi, quand on met les moteurs à des vitesses supérieures, il y a également des consommations supérieures. On est en train de changer les carburants de nos navires sur du gaz ChatGPT m'a naturel. dit ça aussi. Voilà, du gaz naturel liquéfié, qui fait que également on laisse moins de traces, bien sûr, dans l'environnement. Alors, toutes ces considérations-là font que l'impact sur le prix est amenuis. Je pourrais vous donner même un exemple technologique qui est d'un ennui mortel. Alors qu'on avait les ampoules incandescentes, une ampoule incandescente qui produit 100 watts va générer quoi? À peu près 75 à 80 watts de chaleur, Ouais. puis à peu près 20 watts de lumière. Bien, quand on a changé au Dell, ça a été un game changer parce que à partir de ce moment-là, on utilisait bien moins D'énergie, ben d'air oui. climatisé, Ben oui. bien moins d'énergie, ce qui fait que ça prend moins de carburant, ce qui fait que ça nous coûte moins cher, ce qui fait que ça nous permet de continuer à offrir des croisières à prix abordable. Fait que c'est un ensemble de facteurs, c'est d'une complexité fascinante. Et là, dans les projets futurs de Royal Caribbean, là, c'est quoi, là? Parce que j'imagine que vous, là, vous voyez tout le temps qu'est-ce qui s'en vient, puis là, vous dites, j'ai hâte à ça. Oui. À quoi on peut s'attendre dans le futur? Là? Quelques petits secrets. Il va y avoir encore des navires de classe Oasis. Ça, ce sont de magnifiques bêtes. Les gens les adorent. C'est construit où, ces bateaux-là? C'est les Oasis, les deux premiers Oasis étaient construits en Finlande. Ensuite, les Oasis suivants ont été construits à Saint-Nazaire, dans les chantiers de l'Atlantique. OK.
Ensuite, il y aura également d'autres classes Icon. Donc, on veut se rendre à 7 ou 8 de ce modèle-là. On veut se rendre à un minimum de 5 de ce modèle-là. Ensuite, on renverse un peu la vapeur. On veut aller vers des navires de plus petite taille. On ne fera jamais des navires de très petite taille. Ce n'est pas notre mission. Il y a Silversea qui fait ça, qui le fait très bien. Mais de plus petite taille pour pouvoir avoir accès, par exemple, au canal de Panama, ce qu'on appelle des navires de type Panamax. Parce qu'un navire de type Panamax peut facilement passer d'Alaska aux Caraïbes, peut facilement offrir des traversées du canal de Panama puis en faire un programme complet pendant une saison. On peut les envoyer en Europe, on peut les envoyer en Asie. Donc, la versatilité de ce modèle-là est telle que ça le rend intéressant. Pour l'instant, on est encore sur nos belles grosses machines de vacances autour de 2030. Autour de 2030, on va commencer à parler d'un projet qu'on appelle le projet Discovery. Ça coûte combien construire un bateau? 2,4 milliards US. Donc, ça prend beaucoup de passagers. Je pense que ChatGPT, j'espère qu'il avait raison. Le Icon, c'est quoi? 7 000 passagers? 7 000 et plus. 7 000 passagers. Et un bateau comme ça, il est bon pour combien d'années? Parce qu'on sait que ça s'use quand même rapidement. Ouais. Là. Je voudrais normalement, là, une des choses que Royal Caribbean fait très bien, c'est justement la qualité de la construction, la qualité des matériaux qu'on choisit, ce qui fait que nos navires ont une très longue vie. Normalement, on les garde une trentaine d'années. Et ensuite, on ne les envoie pas à la casse. On les revend à des lignes de croisière qui sont très régionales, qui vont parfois les transformer en casino, qui vont faire d'autres trucs avec. Donc, la vie d'un navire de croisière peut facilement aller jusqu'à 40-50. OK. Le Britannis, il faudrait faire une recherche là-dessus, c'était un des navires de croisière qui avait duré le plus longtemps dans toute l'histoire de l'industrie de la croisière. C'était une 50aine d'années. Ça se garde longtemps, ces belles... Ils sont magnifiques. Ah, ils sont absolument magnifiques. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre, de nous faire voguer sur l'eau comme ça. Puis, Doris, de ton côté, si on veut faire une croisière, c'est quoi le temps idéal? Là? On boucle ça combien de temps d'avance? C'est quelques mois d'avance, au moins 6 mois, 1 an. C'est sûr que ça semble presque 2 ans d'avance, les itinéraires puis les tarifs. Fait que plus longtemps on réserve, d'abord, on a le choix de la cabine, on a le choix. Puis ensuite, on a le choix de l'itinéraire. Alors, le plus tôt, c'est toujours le mieux. Alors, vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous écrire info@envoyageavecnous.com. Vous avez des questions sur les croisières, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et on vous souhaite de vous revoir bientôt pour un prochain podcast. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.